Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024 et comme toutes les 2 semaines, j'ai l'honneur de co-animer ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Un honneur pour moi d'être avec toi, cher Antoine, avec tous les participants, comme toutes les 2 semaines, bien entendu. Voilà. C'est vrai que là on démarre donc le quatrième trimestre de cette année 2024 qui a été eh bien volatile. On en parle à chaque podcast. Alors quel est le sommaire de ce podcast? C'est premièrement, on va parler de l'activité économique dans le monde. On va parler des PMI qui sont sortis la semaine dernière un peu partout dans tous les pays. Ensuite, en deuxième partie, on va parler de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui justement se replie. Et en troisième partie, nous allons parler effectivement des marchés boursiers, comme à son habitude. Alors Marc, pour débuter, donc cette activité économique finalement, qui est en ralentissement dans le monde. Mais bon, on en parlait la semaine dernière dans le webinaire. D'ailleurs, j'invite à ceux qui n'ont pas encore regardé, ils peuvent le regarder, je pense, sur Twitter, ou sur YouTube ou sur eToro. Je pense au webinaire de la semaine dernière qu'on a fait justement, où je parlais justement des risques de ralentissement mondial. Donc, il n'y a toujours pas de récession, je vous rassure, bien entendu, heureusement d'ailleurs. Mais quand même, on a un très fort ralentissement parce qu'on a eu les indicateurs, donc des directeurs d'achat, les fameux PMI. On les a eu donc mercredi dernier pour le monde. Et c'est vrai qu'on est sur un niveau de 52. Donc, je vous rappelle l'enquête, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Donc là, on est à 52. On était à 52,9 le mois dernier. Donc, on est sur des plus bas depuis janvier 2024. Donc, ça montre bien que même si c'est pas la catastrophe, ça commence néanmoins à ralentir au niveau mondial. D'ailleurs, même les locomotives habituelles, notamment l'Inde, a ralenti. Voilà, toujours un indicateur très fort à plus de 58 sur l'indicateur composite, ça veut dire tout secteur d'activité confondu. Mais quand même, l'Inde, elle ralentit, elle va se stabiliser autour des 8% de croissance, voire un petit peu moins. Même les Américains, ça ralentit un petit peu, 54. Bon, c'est bon quand même, mais une croissance entre 2,5 et 3%, c'est pas mauvais non plus. Alors par contre, évidemment, on a toujours la zone euro qui est en zone de récession, justement, parce qu'on est sous la barre des 50, avec notamment l'Allemagne, la France et l'Italie également, sous les 50. Donc ça veut dire qu'il y a quand même les trois premières économies de la zone euro qui sont en phase de baisse de l'activité. Alors c'est vrai que le dernier du classement, c'est le Canada, ouais, qui est donc dernier. Heureusement que le Canada est là, parce que nous, ça serait nous les derniers. Donc merci à nos amis canadiens qui nous regardent. Mais blague à part, ça se passe quand même très mal au Canada, qui est en train de connaître sa plus grave récession depuis 2008-2009, hors Covid évidemment. Donc c'est quand même une situation assez compliquée que vit aujourd'hui le Canada, et c'est quand même bien dommage. Encore une fois, des mauvais choix politiques qui coûtent très cher. Dans le même temps, ce qui est le plus inquiétant selon moi dans ces enquêtes du mois de septembre, c'est le ralentissement très fort de la Chine, puisqu'on est à un niveau, on est en récession dans l'industrie et on est très légèrement au-dessus des 50 à 50,3 également dans les services et pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc ça veut dire qu'on est vraiment à la frontière, et ça montre bien que l'économie chinoise est en train de souffrir. Alors on l'évoquait justement dans le webinaire la semaine dernière, il y a un plan de relance aujourd'hui en Chine pour soutenir l'économie chinoise. Mais bon, 200, 300 milliards de dollars, c'est pas énorme, ça suffira pas, d'autant que les problèmes chinois sont plus structurels. Alors, heureusement, la Chine a 3300 milliards de dollars de réserves de change, donc elle pourra soutenir l'activité, mais néanmoins, on a un ralentissement chinois. Donc c'est vrai que quand on voit par exemple encore aujourd'hui le secteur du luxe qui se met à croire au Père Noël en disant voilà, la Chine va nous commander des produits, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, attention, la Chine ralentit très fortement, notamment d'un point de vue intérieur, donc au niveau de la consommation. Et même s'il y a un petit plan de relance, ça ne suffira pas pour dynamiser l'économie chinoise. Elle ne va pas s'effondrer, mais elle va quand même connaître une croissance entre 4,5 et 5%, ce qui pour la Chine est relativement faible. Ça ne permet pas d'améliorer le niveau de vie des Chinois, donc quand même prudence. Donc c'est ce qu'on peut dire de ces indicateurs des directeurs d'achat. On a toujours deux grosses locomotives, donc l'Inde et les États-Unis, mais qui ralentissent. Il y a également le Royaume-Uni, mais qui ralentit également. Par contre, la Chine est vraiment pile à la frontière avec la récession, et la zone euro, évidemment, qui malheureusement est en récession avec l'Allemagne et la France, sans oublier, comme j'évoquais tout à l'heure, le Canada. Donc, on voit un petit peu le rythme maintenant de croissance. Il va passer, on était à 3%, là maintenant on va vers les 2%. Donc, c'est pas, encore une fois, une catastrophe, pas dramatique, mais néanmoins, il y a bien un ralentissement de la croissance mondiale, ce qui montre bien que les marchés qui sont toujours euphoriques, plus ou moins euphoriques, devraient se calmer un petit peu, parce que ça va se traduire ensuite dans les bénéfices pour les prochains trimestres. Alors justement, on a eu aussi du côté des États-Unis vendredi dernier les créations d'emplois dans le secteur
enfin, dans les créations d'emplois aux États-Unis avec le taux de chômage. On a vu que ces créations d'emplois ont été largement revues à la hausse, hein, et au-dessus des attentes. D'ailleurs, le taux de chômage a légèrement baissé aux États-Unis. Donc finalement, aux États-Unis, l'activité est toujours très forte et c'est ce qui va provoquer justement la hausse du dollar. Tout à fait. Alors, c'est ce que j'évoquais la semaine dernière également, Oui. enfin, dans plusieurs podcasts aussi, c'est que la mesure de la Réserve fédérale américaine de baisser les taux de 50 points de base était tout à fait injustifiée, puisqu'elle avait dit, oh, attention, le chômage augmente. Pas du tout, le chômage baisse. On a eu, tu l'as dit, 254 000 créations d'emplois le mois dernier, c'est énorme. Donc, on a un marché du travail qui est très dynamique. Les salaires qui augmentent de 4% sur une année, ça reste très bon. Donc, c'est la hausse des salaires, ça veut dire l'inflation de demain, donc il faut être prudent. Et parallèlement, on a également le taux de chômage qui baisse à 4,1%. Donc, croissance américaine autour des 3%, taux de chômage 4,1%, donc c'est toujours le plein emploi. On ne comprend toujours pas pourquoi la Réserve fédérale a baissé les taux d'intérêt. Peut-être qu'elle s'est mêlée du débat politique à quelques semaines des présidentielles, et ça, évidemment, c'est très dangereux pour la crédibilité de la Réserve fédérale, ou alors elle a une information que nous n'avons pas, ça on le saura peut-être un jour. Toujours est-il que la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale a été excessive, et d'ailleurs on le voit là encore, on le voit encore aujourd'hui. Normalement, quand la Réserve fédérale, enfin la Banque centrale baisse les taux, ça fait baisser également les taux longs, les taux obligataires. Alors là, les taux obligataires sont en train de remonter. Donc ça montre bien que les marchés se disent, oula, attention, la Réserve fédérale, elle a peut-être été un petit peu vite en besogne, et donc elle a peut-être trop baissé les taux d'intérêt. Donc en tout cas, ça veut dire qu'elle va les maintenir autour des 5% durablement, alors que chez nous, dans la zone euro, comme c'est en train de s'effondrer, la BCE peut encore baisser les taux d'intérêt, ce qui va donc augmenter le spread de taux, l'écart de taux monétaire entre la Réserve fédérale et la BCE, et donc ce qui va générer une appréciation du dollar, hein. On l'a vu justement la semaine dernière, c'est le deuxième point de notre podcast, hein. C'est vrai que la semaine dernière, on l'a vu, vendredi dernier, c'est un jour incroyable pour l'euro-dollar, parce qu'on était à 1,1040 et on est passé en quelques heures sur un niveau de 1,0960. Et donc tout ça pour dire que donc ça, on a perdu beaucoup, l'euro s'est déprécié, le dollar du moins s'est apprécié parce que justement les marchés se sont dit, oula, l'économie américaine ne va pas si mal que ça, donc la Réserve fédérale va maintenir le taux d'intérêt de façon assez élevée, donc ce qui veut dire que le dollar doit s'apprécier par rapport à l'euro, d'autant qu'on a une récession qui arrive certainement dans la zone euro, et puis surtout, ne n'oublions pas, la crise française, hein, qui est toujours là, hein, malheureusement, ça se concrétise, le gouvernement va annoncer des augmentations d'impôts en France, mais ça ne va pas suffire, bien sûr, pour réduire le déficit public qui va encore exploser, et d'après mes informations, on aura les chiffres dans les prochaines heures, mais le gouvernement prévoit d'augmenter encore la dépense publique. Donc, tu augmentes les impôts, mais tu augmentes aussi les dépenses. Donc, on ne comprend plus rien, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment très dangereux pour la crédibilité de la France. Et avec donc la semaine prochaine, donc même pas à la fin de cette semaine, hein, le 11 octobre, le Fitch qui devrait dégrader la note de la France. Et le 25 octobre, ça sera au tour de Moody's de dégrader la note de la France. Donc attention, la zone euro est en danger existentiel. Il y a une nouvelle crise qui est en train de se produire. Et là, avant qu'on commence le podcast, je viens de voir que le ministre des Finances allemand a prévenu les Français en leur disant attention, ne vous amusez pas trop avec les marchés. C'est-à-dire, si vous continuez comme ça va faire mal. Donc, ce qui veut dire que, mais si les Allemands commencent à taper du poing sur la table, ça veut dire que malheureusement, la crise de la zone euro, elle est bien là, et donc que l'euro, évidemment, va baisser. Donc, je maintiens mes objectifs. J'ai un objectif de 1,05 $ pour un euro. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais je pense qu'on y arrivera d'ici la fin de l'année. Alors justement, oui, l'euro-dollar était à 1,12, hein, le 1er octobre, hein, déjà. Donc il était à 1,12, on a cassé les 1,10 vendredi. On passe donc sous la barre des 1,10. On voit qu'on a quand même une accélération baissière de l'euro-dollar. Donc effectivement, ce mouvement devrait se poursuivre vraisemblablement. Sinon, côté marché, hein, pour terminer le podcast, côté marché financier, on a vu que les marchés américains donc, tutoyaient toujours les sommets, hein, leurs sommets historiques. On a plutôt des variations légèrement positives pour la semaine dernière. Là, on commence la semaine légèrement négative, mais on sent qu'il y a quand même de la fébrilité sur les marchés, hein. On le voit d'ailleurs, tu parlais remontée des taux longs. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence sur les actions, mais on sait très bien qu'à un moment donné, si les taux continuent d'augmenter, ça va avoir un effet négatif sur le marché action, sachant que le mois de septembre a terminé positif, hein, ça faisait que 5 ans qu'on n'avait pas fini positif sur le marché. Donc il y a de la place pour corriger sur les marchés, et notamment les marchés américains qui sont leaders.
Oui, je confirme à notre prévision, c'est Mm. qu'effectivement le marché va corriger hein, ces prochaines semaines, parce que justement, bon, bah, on voit que les taux longs sont toujours très élevés, même ils augmentent, l'inflation est toujours là. Il y aura les chiffres d'inflation cette semaine aux Oui, États-Unis. Alors ça va jeudi. baisser un petit peu normalement, mais ça va pas baisser fortement. Donc bon, là c'est un mouvement technique, mais ça ne veut pas dire que justement l'inflation est complètement vaincue. Il faudrait également notamment surveiller l'inflation hors énergie et produits alimentaires. On devrait se maintenir au-dessus des 3%. Donc ça veut dire qu'on reste très loin de l'objectif de la Fed de 2%. Et donc, que voilà, on pourrait avoir quand même des soubresauts sur les marchés boursiers dans les prochains mois. Ça remontera après. Je pense que le mois d'octobre va être assez compliqué Mm. sur les marchés boursiers. Donc, il faut quand même rester extrêmement prudent. La volatilité va rester évidemment très forte. Et on le voyait, on l'évoquait tout à l'heure, hein, sur le luxe, là, qui aujourd'hui a boosté un petit peu. Mm. Bon, on se met à rêver sur ce qui pourrait se passer en Chine. Pourtant, la Chine ralentit fortement. On a un ralentissement de la croissance mondiale, l'inflation qui se maintient sur des niveaux élevés. Certes, la BCE va certainement encore baisser les taux d'intérêt, mais néanmoins, ça n'évitera pas la récession au niveau mondial. Et donc, quand même, prudence, encore une fois, pour les prochaines semaines sur les marchés boursiers. Il faudra rester extrêmement attentif et donc ne pas laisser le lait sur le feu, comme on dit, hein, c'est-à-dire être Oui. très très prudent et surveiller ça au jour le jour, voire à l'heure après l'heure, parce qu'on l'a vu la Mm. semaine dernière sur l'euro-dollar notamment, ça peut aller extrêmement vite. Oui, oui, et l'événement marquant sera bien sûr les chiffres d'inflation aux États-Unis qui seront publiés jeudi. Donc jeudi, c'est la journée la plus importante en bourse à suivre. Et puis bien sûr aussi sur les marchés boursiers, parce qu'on n'en Mm. parle pas, la dégradation très probable de la France, parce que là, Mm. pour l'instant, Tout à fait. en fait, tant que ça ne s'est pas produit, on se dit ça n'arrivera pas. Le jour où ça va se produire, je Mm. pense plus, bon, Fitch, ouais, ça sera important, mais c'est surtout Moody's, Standard Poor's, donc Standard Poor's, ça sera pour le mois de novembre. Mais si jamais on n'est pas crédible sur le déficit, on peut également là aussi avoir une réaction hors calendrier prévisible, et donc ça pourrait évidemment faire mal sur les taux d'intérêt français qui sont là, au moment où on parle, ils sont à plus de 3%. Donc avec un spread de taux à quasiment 80 points de base avec l'Allemagne. Donc ça montre bien que la France aujourd'hui est devenue l'un des parents pauvres hein, de la zone euro et surtout le danger premier pour réactiver une crise de la zone euro. Bon, mais on va terminer par cela. En tout cas, merci Marc pour Avec tes plaisir. éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour donc un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Avec plaisir et merci pour votre fidélité et continuez comme ça et bons investissements. Merci. Au revoir.